Et si la sortie spectaculaire de la France du Sahel n'était qu'une partie d'échecs dont personne ne voit la vraie stratégie? Officiellement, Paris a plié bagage, cédant sous la pression populaire et la vague grandissante d'hostilité. Après des décennies d'influence, les images de départ militaire laissaient de croire à une page historique tournée pour de bon. Mais derrière les caméras et les discours, la réalité est bien plus trouble. Ce retrait cache en fait un repositionnement géopolitique silencieux, discret mais redoutablement efficace. Au lieu d'un effacement, la France opère un contournement subtil de la région. Tandis que les drapeaux tricolores s'abaissaient à Bamako, Niamey ou Ouagadougou, de nouvelles missions surgissaient à Cotonou, Dakar, Abidjan. Mêmes soldats, nouveaux uniformes, autres intitulés, formation, coopération, soutien sécuritaire. Officiellement, il s'agit d'aide. En réalité, la présence militaire se redéploie sous d'autres formes, juste à quelques centaines de kilomètres du cœur du Sahel. Si l'on prend pour argent comptant la version officielle d'un départ total, on risque de manquer la vraie transformation du rapport de force en Afrique. Car ce qui change, ce n'est pas l'emprise, c'est sa méthode. Moins visible, plus diffuse et peut-être plus difficile à déjouer. Mais pour comprendre ce basculement invisible et percer à jour la vraie dynamique de cette sortie, il faut revenir au contexte de ce départ spectaculaire. Pour mesurer l'ampleur de ce revirement, replongeons dans les images, les discours et les événements qui ont préparé le terrain à ce grand jeu d'illusions. Pourquoi parle-t-on de retrait forcé quand la réalité cache une stratégie infiniment plus fine? Pour comprendre, il faut revenir sur ce qui s'est vraiment joué au Sahel ces dernières années. Sur ce territoire immense, la succession des coups d'État et la montée d'un sentiment anti-français ont bouleversé le paysage. Les drapeaux tricolores ont quitté le Mali, le Niger, le Burkina Faso, poussés par une jeunesse déterminée à prendre en main son destin. Mais pendant que les caméras filmaient en les départs, une nouvelle carte se dessinait, loin des projecteurs. Du Sénégal à la Côte d'Ivoire, en passant par le Bénin, de nouveaux centres de coopération et bases militaires voyèrent le jour. Les militaires français ne disparaissaient pas. Ils s'installaient à quelques centaines de kilomètres sous d'autres uniformes, dans des missions de formation ou des partenariats sécuritaires. Ce n'est pas une disparition, c'est une mue. Le vocabulaire militaire s'est adapté. On ne parle plus de l'opération Barkhane, mais de retrait. Pourtant, sur le terrain, la présence ne fait que se transformer. Derrière le discours officiel de relocalisation, la réalité est une expansion sous une autre forme, discrète mais efficace. Ce redéploiement ressemble à la mise en place d'un véritable périmètre de surveillance autour du Sahel. Des drones patrouillent les cieux, des bases se modernisent, des réseaux de renseignement s'entrecroisent. Loin d'abandonner le terrain, la France organise un encerclement, construisant un filet invisible autour des régions stratégiques. Ignorer cette subtilité reviendrait à sous-estimer l'agilité des puissances étrangères. S'en tenir à la lecture officielle, c'est rater la véritable nature de la transition en cours. Non pas un recul, mais une adaptation, une réinvention des méthodes d'influence et de contrôle. Mais cette manœuvre militaire n'est qu'un début. Car la bataille la plus décisive ne se joue plus seulement sur les cartes et les bases. Elle se déplace dans les esprits, sur les réseaux, à travers l'information et la perception. Derrière le redéploiement des forces, la guerre de l'influence s'intensifie et change de visage. Qui contrôle vraiment le récit et pourquoi cela redéfinit-il l'avenir du Sahel? Le vrai combat ne se livre plus sur le terrain, mais dans les esprits et sur les réseaux. Ce n'est plus la puissance des armes qui dicte la nouvelle ère, mais celle des récits et des images, disséminés à la vitesse des notifications. Dans cette guerre d'information, chaque titre, chaque vidéo, chaque tweet façonne notre vision du Sahel. Depuis Paris, Londres ou Washington, les médias occidentaux répètent un même récit. Le Sahel s'effondre, la région bascule dans le chaos, la sécurité n'est plus qu'un mirage. Cette narration alarmiste, distillée sur toutes les ondes, ne tombe pas du ciel. Elle a un objectif précis, justifier des dispositifs sécuritaires français qui ne s'installent plus au cœur du Sahel, mais tout autour. Bases, radars, drones, centres de formation, tout s'organise en périphérie, dessinant un cercle invisible, une mainmise subtile mais puissante. Ce n'est pas un hasard si cette stratégie médiatique accompagne la réorganisation militaire. En brandissant le spectre du danger, on transforme les nouvelles bases françaises en boucliers héroïques, alors qu'il s'agit d'un encerclement stratégique. L'influence ne disparaît pas, elle mute, elle se déplace, elle s'infiltre dans les récits et les peurs collectives. Mais pendant que certains s'emploient à contrôler l'image du Sahel, une autre histoire commence à s'écrire. Dans les rues de Ouagadougou, un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, galvanise la foule.
Son ton est tranchant, sa posture déterminée. C'est la souveraineté avec des dents, une indépendance qui n'attend plus d'autorisation. Il ne parle pas seulement au Burkina Faso, il lance un appel à toute une génération, fatiguée d'être spectatrice de son propre destin. Cette énergie insuffle une vague nouvelle. Très vite, le Mali et le Niger répondent à l'appel. 3 pays, 3 parcours, mais une même colère et un même espoir. C'est la naissance de la triade du Sahel, une alliance sans précédent où les frontières s'effacent devant la volonté de résister ensemble. Plus qu'un pacte militaire, c'est un cri de ralliement générationnel, un refus de laisser la souveraineté se dissoudre dans les injonctions extérieures. Le risque aujourd'hui est immense. Se laisser hypnotiser par la guerre des images, c'est accepter une nouvelle forme de néocolonialisme, plus insidieuse encore que la précédente. Car si l'on perd la bataille de l'information, on risque de perdre aussi celle de l'autonomie réelle. Pourtant, la résistance ne s'arrête plus aux portes du politique. Elle gagne l'économie, les réseaux sociaux, les innovations numériques, poussée par une jeunesse hyper connectée, bien décidée à ne plus subir mais à écrire l'histoire. Mais comment cette jeunesse transforme-t-elle la contestation en puissance économique et culturelle? Et surtout, quelles nouvelles armes déploie-t-elle pour défendre sa souveraineté face aux titans du monde? Et si ce sursaut du Sahel déstabilisait non seulement les anciennes puissances, mais aussi toute l'Afrique? Car le vrai choc n'est pas seulement le départ des troupes étrangères, mais l'émergence d'une nouvelle souveraineté, qui bouleverse tout l'équilibre continental. Du jour au lendemain, les règles du jeu sur l'or, l'uranium et le pétrole ont été réécrites. Les profits ne s'envolent plus vers Paris, Londres ou Washington. Ils irriguent désormais les économies locales, finançant écoles, routes, cliniques et start-up. Pour la première fois depuis des générations, la terre du Sahel travaille d'abord pour ses enfants. Dans les rues de Bamako, Niamey ou Ouagadougou, de nouvelles usines sortent de terre. L'industrie textile renaît, les coopératives agricoles se modernisent et les jeunes entrepreneurs lancent des applications mobiles pour connecter les villages au reste du continent. Ce n'est pas qu'une renaissance économique, c'est aussi une explosion de la fierté locale. Les drapeaux se multiplient aux fenêtres, les slogans s'affichent sur les t-shirts, la confiance remplace la résignation. Mais la révolution ne s'arrête pas aux frontières du Sahel. Sur les réseaux sociaux, les hashtags panafricains font trembler les vieux récits officiels. Des mouvements étudiants s'organisent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, réclamant leur part de cette vague d'émancipation. La musique urbaine enflamme les radios, les artistes chantent la résistance, et partout l'idée d'un continent debout se propage comme une traînée de poudre. Une phrase résonne désormais de Dakar à Nairobi. Si le Sahel tient, nous tenons. Ce cri de ralliement dépasse les frontières, transformant la victoire locale en cause continentale. Les manifestants brandissent cette maxime, journalistes et influenceurs la reprennent, et soudain, la géopolitique devient une affaire de génération. Mais l'enjeu est immense. Obtenir une indépendance réelle ou subir une nouvelle vague de répression économique et médiatique. Les anciens centres de pouvoir ne regardent pas ce réveil d'un bon œil. Banques, institutions internationales, médias étrangers, tous cherchent à discréditer le mouvement, à isoler ses leaders, à saboter ses avancées. Pourtant, la jeunesse africaine n'a jamais été aussi déterminée. Elle invente, elle s'organise, elle rêve à voix haute d'un futur où l'Afrique dicte ses propres règles. Dans ce bras de fer, chaque victoire locale devient une inspiration pour les autres pays, chaque échec un avertissement. Mais ce réveil africain suscite une riposte. La guerre de l'information monte d'un cran et la pression extérieure s'intensifie. L'heure n'est plus seulement à la reconquête économique, mais à la survie dans un nouveau champ de bataille, celui de l'information. Car désormais, c'est l'opinion mondiale qui devient le terrain décisif. Aujourd'hui, ce ne sont plus les kalachnikovs ni les discours qui font trembler les puissances. Ce sont les smartphones et les réseaux qui deviennent l'arme absolue des nouvelles générations. La jeunesse africaine ne se contente plus d'écouter ou de subir. Sur TikTok, Twitter et YouTube, elle explose les codes. Pendant que les médias mainstream répètent les anciens récits, la réactivité des jeunes fait tomber les masques en quelques minutes. Le fact-checking en temps réel, les vidéos virales et les débats enflammés créent une nouvelle forme de souveraineté. Numérique, libre et impossible à contrôler depuis Paris ou Washington. Les contenus alternatifs naissent de partout, challengent les fake news et débusquent la manipulation médiatique, parfois avant même que les rédacteurs n'aient fait terminer leurs articles. Ce n'est plus une lutte solitaire. La Gen Z s'organise, tisse des alliances numériques, partage des outils de cybersécurité et construit des communautés soudées par la défiance et la fierté. Cette résistance digitale rend les vieilles méthodes obsolètes.
Mais paradoxalement, plus les attaques extérieures s'intensifient, plus elles renforcent l'unité des peuples du Sahel. La pression étrangère, loin de diviser, soude les communautés et forge une détermination nouvelle. On assiste à la naissance d'une conscience collective, où l'identité africaine se redéfinit à la lumière des défis contemporains. Le modèle du Sahel inspire déjà d'autres régions du continent. En Afrique centrale, à l'Est, la même dynamique s'installe. Jeunes activistes, collectifs citoyens, influenceurs et hackers s'empaillent des outils numériques pour défendre leur souveraineté, dénoncer les ingérences et bâtir le futur. Ignorer cette révolution serait une erreur fatale. Sous-estimer la voix, la créativité et la capacité d'organisation de la jeunesse, c'est risquer de la laisser désarmée face aux manipulations ou pire, de la pousser à la radicalisation. Pourtant, chaque jour, ces jeunes prouvent qu'ils ont déjà compris la partie et qu'ils savent retourner les armes de l'information contre ceux qui les croyaient trop naïfs. Mais cette énergie peut-elle vraiment transformer le destin de tout un continent ou n'est-ce qu'une vague passagère ? Dans un instant, on découvre jusqu'où cette résistance numérique peut aller et ce qu'elle exige de chacun. Le Sahel sera-t-il le modèle d'une Afrique souveraine ou le front d'une guerre géopolitique mondiale ? À ce stade, la question n'est plus seulement de savoir qui contrôle les frontières, mais qui contrôle l'avenir. La France a-t-elle vraiment quitté la scène ou a-t-elle simplement changé de masque pour mieux s'imposer ? Derrière le rideau médiatique, c'est une nouvelle partie d'échecs qui se joue. D'un côté, la vieille influence se réinvente à travers la guerre de l'information et des alliances discrètes. De l'autre, une jeunesse panafricaine relève la tête, portée par la technologie, la solidarité régionale et une soif inédite de souveraineté. L'enjeu dépasse la simple présence militaire. Il s'agit désormais de souveraineté numérique, de contrôle économique, de dignité psychologique. Pour la première fois depuis des générations, l'Afrique a l'opportunité de retourner les armes de la domination contre leurs inventeurs, de transformer le paradigme imposé en une force de libération. Mais ce tournant s'accompagne de risques immenses. Chaque choix, chaque alliance, chaque prise de parole pèse lourd. Une erreur, et c'est le spectre d'une nouvelle dépendance qui plane. Une victoire, et c'est la promesse d'un continent maître de ses richesses, de sa sécurité et de son image internationale. Le suspense reste entier. La révolution en cours sera-t-elle trahie par ses propres excès, détournée par de nouveaux prédateurs ou récupérée par les anciennes puissances sous d'autres formes, ou bien assisterons-nous enfin à l'émergence d'une Afrique qui s'appartient ? Le moment est venu de choisir son camp. Spectateur ou acteur, chacun porte une part de responsabilité dans l'issue de cette histoire. Commentez vos convictions, partagez ce que vous espérez, défendez votre vision, car la bataille du Sahel préfigure celle de tout le continent. La suite, elle s'écrit aujourd'hui entre vos mains, vos voix et vos choix.